qu'il y avait des abus sexuels, des abus moraux, des abus physiques. Disons qu'on a passé par toute la gamme. T'oses pas parler, parce que t'as honte, t'as peur, l'angoisse. Ça s'est terminé vers l'âge de 14-15 ans. Quand j'ai décidé de mettre un terme, puis quand il y a eu d'autres enfants qui ont rentré, puis qu'il n'y avait plus besoin de moi. Ces enfants-là, s'ils avaient un lien de confiance avec un intervenant social qui serait vraiment établi, ça ne pourrait pas durer 13 ans, ni 6 ans. À la limite, ça pourrait durer une semaine ou deux. Ce serait le maximum. Ce serait un événement malheureux, mais ce ne serait pas un drame social. J'ai fait de la fraude à la banque, j'ai fait des vols. En tout cas, j'ai à peu près tout fait sauf tuer quelqu'un. Ça fait 3 fois depuis le mois de août que je demande pour qu'elle ait un travailleur social parce que là, on est complètement laissés à nous autres-mêmes. Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue à Enjeu. Un seul sujet cette semaine. Ça fait longtemps qu'on vous parle des effets des coupures budgétaires sur les plus démunis de la société. Eh bien, ce soir, vous allez voir comment des enfants écopent lorsque notre réseau de familles d'accueil connaît d'importants ratés. OK, tout le monde est bien. Même si on trouve ça un peu vieux jeu, à peu près toutes les familles finissent quand même par le faire. Papa et maman qui réunissent leurs enfants pour la photo de famille traditionnelle. Un petit moment de bonheur accroché au mur d'à peu près toutes les maisons du monde. Ça, c'est quand ça va bien. Mais quand la situation familiale se dégrade au point où la sécurité des enfants est mise en péril, c'est l'État qui a la responsabilité de trouver à ses enfants de bons parents de remplacement. Une fois sur deux, ces enfants se retrouvent dans des familles d'accueil. Quand ça se passe bien, le climat familial peut finir par ressembler à ce qui existe chez La Liberté. Mais quand c'est le contraire qui se produit, ça peut devenir l'enfer. Bien, ma mère, c'est une femme qui a 16 ans, mais eu à 16 ans qu'elle aurait comme 19 ans à cette époque-là, dans ce bout-là. Puis c'est une femme qui prenait de la drogue, de la boisson. Elle était plus qu'avec un homme, elle avait de la misère. Pas... Les policiers sont venus nous chercher là. J'ai 3 ans, puis on même, c'est ça, comme un genre d'orphelinat. De 3 ans à 18 ans, j'ai fait au moins 30 placements. Famille d'accueil, foyer de groupe, centre d'accueil. Ça fait beaucoup de déménagements. Ça commence à 7 ans, dans une famille d'accueil. Je suis placé avec mes 2 autres frères, Patrick et Stéphane. Ouais, c'est une famille d'accueil où il y a une ferme, où il y a le monsieur travaille pour la ville de Montréal. La famille comme telle veut qu'on les appelle... Elle voulait qu'on l'appelle maman. Lui, il voulait qu'on l'appelle mon oncle. Pour eux autres, dans leur... On ne pouvait pas être des enfants. Ça commence, il vient nous réveiller le matin, il faut s'en aller à la ferme, nettoyer. Il fallait se dépêcher pour venir se laver, pour partir pour l'école. C'était tout le temps fait dans le... Il fallait se presser, puis quand c'était pas fait comme il faut, on était fessés. Ça a commencé plus vers 8-9 ans. C'est ça, ça a commencé en automne, je me souviens, parce que c'était la 3e coupe, puis on ramassait le foin, cette journée-là. Cette journée-là, c'était comme... J'avais bien travaillé, il voulait me récompenser, il m'avait récompensé, il m'avait donné une permission d'aller me baigner. On avait été manger du poulet, on avait été même à la crème glacée. Quand il était là, c'était le plus loin possible. Je me tenais pas à côté de lui, juste s'il me le demandait. Que j'avais été me coucher. Puis après une nouvelle, il avait monté en haut, puis c'est là qu'il a commencé à m'appeler, puis
il m'a comme invité dans sa chambre, puis j'ai été dans sa chambre, puis... Christian André a vécu l'enfer dans cette famille d'accueil il y a plus de 15 ans. On aimerait croire que son histoire appartient au passé, mais encore aujourd'hui, des enfants vivent des situations en tout point identiques. Valérie s'est retrouvée en famille d'accueil à la suite de la séparation de ses parents et des problèmes financiers de sa mère. Elle en est sortie il y a un peu plus d'1 an. J'étais arrivée là, j'avais l'âge de 4 ans. Quelques semaines après, j'ai eu mes 5 ans. L'adaptation était quand même assez facile pour les premiers temps, difficile en un sens parce qu'on était loin de notre mère. Mais ça s'est fait quand même avec douceur pour les premiers temps, là. Ça n'a pas toujours été évident, mais on s'est habitué à la longue. Avec douceur pour les premiers temps. Oui, jusqu'à temps que tout commence. Quand j'étais jeune, j'avais peur de dormir seule dans le noir. Fait qu'ils m'ont demandé si ça me dérangeait de dormir avec le monsieur quand il allait se coucher. J'étais jeune, naïve, ça posait pas de problème, j'allais me coucher avec. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le monsieur profite de la situation et ça a commencé comme ça. Il y avait des abus sexuels, des abus moraux, des abus physiques. Disons qu'on a passé par toute la gamme. À longueur de journée, de se faire dire qu'on est une bonne à rien, qu'on fera jamais rien de bien dans la vie. À un moment donné, on finit par le croire. Ça s'est passé sur une dizaine d'années. La travailleuse sociale venait 1 à 2 fois par année. Je trouve que c'est pas beaucoup. Jusqu'à ce que je lui demande de venir plus souvent quand j'étais dans ma période d'adolescence, où c'est que j'ai passé des périodes assez difficiles. Mais elle n'a jamais été présente comme elle aurait dû être. Il n'y a actuellement au Québec aucune règle, aucune norme qui garantit à un enfant qu'il pourra voir son travailleur social régulièrement lorsqu'il vit dans une famille d'accueil. Souvent, j'avais des états de colère qui pouvaient faire en sorte qu'il pouvait se poser des questions. Puis personnellement, je comprends pas pourquoi que la travailleuse sociale qui était sur le dossier s'en est pas plus posée. À cause de ça, mais je pourrais jamais avoir une vie normale. Moi, je savais que mes frères avaient de la peine, puis eux autres savaient qu'ils braillaient quand ils nous voyaient, tu sais. Ils n'étaient pas capables, puis vice-versa. C'était encore plus dur quand on voyait quelqu'un se faire frapper que se faire frapper. On voulait comme s'aider, mais c'est comme... C'est juste, ça reste que ça vient juste entre nous trois. Le reste du monde est comme pas là pour nous sauver, là. On va pas chercher. À cette époque-là, on attend plus qu'on soit sauvé, tu sais. T'as l'impression d'être seul, c'est vrai. Tu te refermes sur toi-même. Plus tu te refermes sur toi-même, plus t'es seul. T'oses pas parler parce que t'as honte, t'as peur, l'angoisse. C'est difficile à vivre. Jusqu'à temps qu'on ait une personne qui rentre dans notre vie, puis qu'on peut y avoir confiance en la personne, qui nous aide à sortir de cette solitude-là. Les services sociaux, ils sont pas là. Ils ont jamais... Ils ont été là juste quand ça a été pour témoigner. Mais à part de ça, un travail social, c'est fait pour nous prendre d'une place puis nous emmener à une autre place. C'est comme un taxi, dans le fond, là. C'est lui qui prend nos valises, qui les met dans sa valise de char. Et ça s'arrête là. Ça s'est terminé vers l'âge de 14-15 ans. Quand j'ai décidé de mettre un terme, puis quand il y a eu d'autres enfants qui ont rentré, puis qu'il n'y avait plus besoin de moi. Le pire, c'est qu'ils préviennent les travailleurs sociaux quand ils se présentent en famille d'accueil. Quand ils sont pour venir rendre une petite visite, là, ils appellent. Fait que là, la famille d'accueil, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'habillent bien propre, mais tout bien beau. La travailleuse sociale arrive, tu t'assois à table. Ils sont très gentils. Quand la travailleuse sociale est partie, tu retombes dans tes guenilles puis tu manges un char de... Pourtant, tout le monde s'entend pour dire qu'un travailleur social doit établir un lien de confiance étroit avec l'enfant dont il est responsable.
Cela parce que l'enfant est le seul qui peut réellement témoigner de ce qui se passe dans sa famille d'accueil. La travailleuse sociale qui nous suivait, elle a laissé le dossier parce qu'elle a fait comme un genre de... Je sais pas trop comment on parle, un burn-out, là, je dirais. Là. Excuse la façon. Puis c'est un autre travailleur social qui a pris ça. Puis là, ça avait comme commencé à bouger parce que c'était le rendement scolaire qui faisait que... Il y avait des plaintes et tout ça. Quand la travailleuse sociale est tombée en congé maladie et qu'ils en ont rentré une autre, ça l'a même pas pris 2 mois que l'histoire était sortie au grand complet. Comment elle a agi, elle? Elle venait me voir régulièrement. Elle prenait son travail à cœur. Est-ce qu'elle faisait des entrevues avec vous en présence de la famille? Non, jamais. Expliquez-moi comment elle travaillait avec vous. Elle venait me voir à l'école. On prenait sur mes temps de cours. On discutait. Puis s'il y avait un problème en tant que tel, elle me disait pas, on va aller s'asseoir à table avec monsieur puis madame. Mais c'est une relation de même, c'est quelque chose qui se construit, puis ça prend du temps. Puis ce temps-là, mais c'est ça qu'ils n'ont pas. C'est ça qu'eux autres, il y en a des travailleurs sociaux qui sont super bons, c'est des bonnes femmes, des bonhommes, sont bons, ils voudraient tout donner, mais le temps, c'est ça qui leur manque. C'est ça que j'ai comme écho. C'est ça que je vois. Je vois beaucoup de bureaucratie. Quand je regarde les services sociaux, je vois beaucoup des dossiers par-dessus dossiers. Puis c'est comme, bon, mais si on peut prendre lui puis le mettre là, mais ça va être correct, on va passer à l'autre. J'ai explosé. À un moment donné, le poids, ça commence à peser beaucoup. Puis de savoir qu'il y avait d'autres jeunes enfants à qui ça pouvait arriver, ou que c'était déjà arrivé, j'ai pas été capable. J'ai craqué, j'ai tout dit. Pour le bien. De me dire qu'il n'y a plus d'enfants là-bas, ça me soulage. Les agresseurs de Valérie et de Christian se sont tous les deux retrouvés devant les tribunaux. Ils ont tous deux été reconnus coupables d'agressions sexuelles sur des enfants. Dans chacune de ces familles d'accueil, il y a eu plusieurs victimes. À 15 ans, c'était pas nous autres qui voulaient poursuivre. Nous autres, on voulait le tuer. Pour moi, c'était comme ça, ça allait se régler, puis ça s'est réglé avec les lois. On n'était même pas en âge de comprendre qu'est-ce qui se passait tout. Au moment du procès? Non, on nous a fait, il fallait jurer, il fallait faire des Qui choses. ont vous? C'est les services sociaux, c'est eux autres qui poursuivent, c'est eux autres qui nous disent que c'est pas correct. C'est eux autres qui disent que c'est scandaleux ce qu'ils nous ont fait. C'est eux autres qui nous disent tout ça. La journée de la sentence, de voir qu'il écope juste de 2 ans moins un jour. Puis moi, c'est ma vie, là. C'est ma vie qui a été hypothéquée là-dessus, là. De le voir, de dire là, qu'il va sortir d'une journée à l'autre, là, c'est pas possible. Son agresseur sera libéré après avoir purgé quelques mois de sa peine. À peu de choses près, ça correspond à la condamnation de l'agresseur de Christian, il y a 10 ans. Oui, on devient marginal. À mon adolescence, j'ai été punk, j'ai été skinhead. J'ai été... tout l'autre côté, là, j'ai eu les cheveux de couleur, je me suis maquillé, j'ai porté des vêtements extravagants. Je me suis tatoué à partir de 15 ans. Toutes les choses en quelque part que la société regarde, c'est comme genre qu'on va rejeter, tu sais. Bien, on le fait, puis on est rejeté, tu sais. J'ai commencé jeune à faire de la coke. Moi, j'en ai fait la première fois, j'avais 13 ans. J'ai fait pas mal de drogue, jusqu'à 18 ans, je dirais. Puis après, j'ai touché un peu. J'ai fait des milkshakes un peu avec la morphine, un peu cassé de même, puis à un moment donné, on s'arrête. Qu'est-ce que je suis pas capable de m'imaginer que les gens ne peuvent pas savoir, c'est que ça démolit, tu sais. Un enfant qui passe par là, n'importe quel adulte qui passe par là, il démolit. Et démolit. Un jour, Christian André a eu besoin de raconter tout ça dans un livre, pour que l'on sache. Aujourd'hui, il veut aller plus loin. Il veut qu'on l'aide à se reconstruire, qu'on l'aide à se payer une thérapie et à vivre en société. C'est pour ça qu'il réclame que le programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels le soutienne. Mais sa demande a été rejetée. La loi exige que l'on fasse une telle demande 1 an après le crime ou au plus tard à 18 ans. Il ne savait pas cela et surtout, à cette époque, il en était incapable. Qu'est-ce que je comprends pas, c'est que tout le monde savait que j'avais été abusé sexuellement. J'ai plein d'affaires médicales qui prouvent, même jusqu'à l'âge de 25 ans, que je rentre avec des tentatives de suicide, tout ça, à cause de l'abus, mais personne ne me dit que l'IVAC peut m'aider.
Je leur ai emmené mes dossiers médicaux. Le fait que j'étais toujours en tentative de suicide, puis toujours ramassé sur un médecin ou un autre, puis entre la drogue et la boisson, pour eux autres, c'est pas une explication. Mon passé, ce n'est pas une explication pour eux autres, sans être juste à dire que ça s'est passé plus que là, un an. Si je réussis à ôter cette loi-là, tous les jeunes en arrière de moi, ils vont pouvoir passer par là. Christian André a fait appel. Il espère gagner pour lui et pour tous les autres. Pour tous ceux qu'on a retirés de leur famille et pour qui l'État devait trouver de bons parents de remplacement. Oublier, je pourrai jamais. Effacer non plus. Tout ce qui me reste à faire, c'est l'accepter puis continuer à vivre. Parce que la vie n'est pas finie. Je vis au jour le jour. Non pas de se dire que avoir un homme dans sa vie, des enfants, mais de dire, je vais-tu être capable d'y faire confiance pour qu'il garde les enfants? Je vais-tu pouvoir y laisser les enfants? Je vais-tu pouvoir laisser mes enfants à une gardienne, un gardien? C'est ça qui reste? Oui. La confiance. La confiance a été complètement détruite. Ça prend du temps à rebâtir ça. Je sais pas. La seule raison qu'on peut dire, c'est que nous autres, si on a des enfants, on ne fera pas ça, on les oubliera pas. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Ils nous avaient perdus. Ils nous avaient perdus, puis ils nous ont perdus aussi. Dans d'autres par-dessus la tête, elle rentre, je dirais, plusieurs soirs par semaine où elle a consommé. Moi, j'aimerais bien ça qu'il y ait un plan, une organisation que je sache dans quoi que je vais m'embarquer. C'est quoi le support que je vais avoir pour être capable d'aider ce jeune-là? Chaque année au Québec, il y a environ 15 000 enfants qui sont placés dans des familles d'accueil. Heureusement, ceux que vous avez entendus dans la première partie du reportage sont des cas exceptionnels. La plupart des familles d'accueil au Québec fonctionnent relativement bien. Elles sont dirigées par des hommes et des femmes qui, parfois, en font leur occupation principale. Mais il y a quand même un hic. La loi permet de confier à une seule famille jusqu'à 9 enfants en même temps. Des enfants qui, parfois, ont de très gros problèmes. Est-ce que 9, même 5 ou 6 enfants, ce n'est pas trop pour une seule famille, même avec la meilleure volonté du monde? Je suis certaine que tu vas être obligé de prendre l'autobus scolaire. Mais de toute façon, l'autobus scolaire, elle arrive plus vite ici que l'autobus de ville. Depuis 16 ans, Marie-Claude Clavel accueille chez elle des adolescentes, 6 à la fois. Et on ne se gêne pas pour lui confier des cas complexes. Des jeunes filles qui ont été négligées ou qui ont subi des mauvais traitements. D'autres qui causaient trop de problèmes à leurs parents. Une tâche énorme. Je prends juste comme en fin de semaine, on a des jeunes, on avait 2 jeunes qui n'étaient pas rentrés, une qui partait pour essayer de s'organiser, faire des vols. On a une jeune qui a vécu un abus sexuel. Ça, c'est juste durant la fin de semaine. Mais le gros de ce travail-là, dans le fond, c'est vraiment les intervenants qui seraient censés être là. Ce qui n'est pas facile, c'est quand tu vis des situations comme ça et qu'il n'y en a pas d'intervenants. Une fin de semaine comme celle-là, ce n'est pas rare pour Marie-Claude Clavel. Elle avoue que malgré sa longue expérience, souvent elle se sent débordée. Alors quand ça devient trop lourd, elle cogne aux portes des travailleurs sociaux, même si elle sait qu'il manque de moyens. J'ai une jeune là, qui est chez nous depuis le 9 juin. Elle a un réseau d'amis où c'est une jeune qui a 15 ans. Elle a assisté avec des gars qui ont des antécédents judiciaires ou qui ont des problèmes de vol, de consommation de la même affaire. Puis là, ben moi, c'est sûr que cette jeune-là se retrouve dans ce milieu-là, puis c'est quelque chose qui m'inquiète. Ce qui inquiète aussi Marie-Claude Clavel, c'est que cette jeune, Véronique, entraîne dans ses habitudes de drogue les 5 autres jeunes filles qu'elle garde. C'est pour ça qu'elle croit qu'il faut intervenir très rapidement.
On sait tous qu'un seul adolescent à problème est une tâche à plein temps pour des parents. Alors est-il possible qu'une famille d'accueil seule puisse y arriver avec 6 adolescentes à la fois? Comment ça se passait chez toi? Moi, j'avais gros de la liberté. Puis quand ma mère elle disait tu sors pas ce soir, ou c'était surtout ça quand elle m'empêchait de sortir un soir, ben c'est vrai que je pétais tout dans ma chambre. J'ai dit à ma mère que je crissais mon camp. Je suis partie une semaine chez mon ex, 2 semaines chez ma meilleure amie. Puis quand j'étais revenue pour venir changer mon linge, ben on s'est pogné sur tout. Là. On s'est battu à coups de poing. Elle m'a pogné à la gorge, puis je l'ai ramassé à la gorge, ça. Ça fait 3 fois depuis le mois de août que je demande pour qu'elle ait un travailleur social parce que là, on est complètement laissés à nous autres mêmes. Elle est placée pour 1 an, mais là, ça fait déjà 3 mois, puis il n'y a pas rien qui a été fait pour elle. Je regrette d'avoir frappé, puis c'était agressif. C'est comme si c'était personne, puis c'est ma mère. Je suis bien ici, mais tu sais, j'ai une petite soeur plus jeune que moi, j'entends souvent ma mère crier après, puis ici, t'entends jamais crier, elle criera pas après toi, elle va parler, puis j'aime ça, puis j'aimerais ça que maman l'aide de l'aide pour ça. C'est une jeune avec qui on a des grosses difficultés. C'est une jeune qui, premièrement, ne veut pas être en famille d'accueil. Elle, c'est une punition. Elle voudrait voir sa mère. Il n'y a pas de contact qui se fait vraiment avec sa mère. Fait que ça la démotive, ça la décourage. Dans d'autres par-dessus la tête, elle rentre, je dirais, plusieurs soirs par semaine où elle a consommé. Puis ce que j'entends, c'est qu'il n'y a plus personne maintenant pour vous guider. OK? Fait que ce que je comprends, c'est tu me demandes de faire quelque chose en fin de compte pour qu'il puisse avoir un travail social parce que tu n'as pas eu de réponse. Qu'à date, il y a 50 dossiers qui sont en attente et la chef de service avec laquelle tu as communiqué, c'est sûr qu'elle a priorisé des dossiers. Donc, un de mes rôles, ça va être de faire en sorte de mentionner à Jean, qui est mon patron, d'essayer que tu puisses avoir un travail social le plus rapidement possible. Et au plus tard demain, je vais te rappeler. Les filles, avez-vous mis la table? 50 dossiers en attente. Il est clair que la solution peut être longue à venir. En attendant, Marie-Claude Clavel joue les travailleuses sociales. Vous en voulez d'autres, ma chérie? Vous m'aviez dit parfois que les familles d'accueil vont très loin et remplacent presque le travail des intervenants, c'est vrai? Oui, c'est vrai, malheureusement. Donc, elles sont seules, elles n'ont pas de visite, donc elles prennent des décisions à plusieurs niveaux. Maintenant, quand des fois, ce n'est pas les bonnes décisions qui sont prises, donc ça peut arriver qu'elles soient blâmées par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'on demande que c'est si important qu'elles soient suivies, supportées. Ce jour-là, Marie-Claude Clavel avait un deuxième cas à soumettre à Sylvie Robitaille, celui de Mélissa, une jeune qui vit actuellement en détention dans un centre d'accueil et qui aimerait aller vivre en famille d'accueil chez les Clavel. C'est une jeune. Elle était chez nous pendant peut-être 4-5 mois l'année passée. Elle est en centre d'accueil depuis qu'elle a 14 ans. Là, elle a 17 ans. Il reste 1 an avant d'être autonome, d'arriver à ses 18 ans. La période de temps où elle a été à la maison, c'est certain que j'ai pas souvent vu une fille qui était capable de se désorganiser aussi vite. Le réseau de prostitution était rentré chez nous, la drogue, les vols, elle volait les filles, elle volait à l'extérieur, elle nous volait nous autres. Ça fait 1 an qu'elle est en garde fermée. Il y a eu une table d'orientation, un comité là, qui a décidé que oui, elle pouvait retourner en famille d'accueil. C'est sûr qu'elle a demandé pour revenir chez nous. Moi, j'aimerais bien ça qu'il y ait un plan, une organisation que je sache dans quoi que je vais m'embarquer. C'est quoi le support que je vais avoir pour être capable d'aider ce jeune-là? Dans un cas comme celui-là, Marie-Claude Clavel sait qu'elle a besoin du soutien de 3 spécialistes. Un en toxicomanie, un en réadaptation et un travailleur social. Sans leur présence, elle sait que la réinsertion de Mélissa est vouée à l'échec. C'est pour s'assurer qu'elle aura cette aide qu'elle multiplie les démarches auprès des centres jeunesse. Bonjour, bonjour, Allô, madame. Je suis bien contente que tu arrives. Bon. Comme ça, on va avoir des choses à se compter. Louise Poitras connaît bien le cas de Mélissa. Je pense qu'avec moi, avec son intervenant social, on pourra mettre en place un plan d'intervention pour mieux cerner ses besoins puis établir des objectifs qui vont parler. Mais avant que Marie-Claude Clavel accueille Mélissa chez elle,
Un juge du tribunal de la jeunesse doit décider si cette jeune est prête à quitter le centre d'accueil. Ce matin-là, aucun travailleur social n'est avec Mélissa au tribunal. Je trouve ça de valeur, moi, qu'aujourd'hui, tu passes en cours puis tu es complètement tout seul. Depuis 3 ans, j'ai fait 3 familles d'accueil. Ma dernière, ça a été Marc-Claude. Puis j'ai été, je peux pas te dire combien de fois en centre d'accueil j'ai été souvent là. Toutes les fois qu'il arrivait une petite affaire, là, on m'envoyait tout de suite en centre d'accueil. Le centre d'accueil, c'est c'est une grosse institution où est-ce qu'il y a plein de jeunes qui sont là, soit parce qu'ils ont fait des délits ou soit parce que ça marchait pas chez eux. Nos portes sont barrées. T'sais, on peut pas sortir comme qu'on veut, on peut pas faire qu'est-ce qu'on veut, quand qu'on veut. T'sais. J'aimerais ça pouvoir parler avec ta mère. Il n'y a pas si longtemps, Mélissa n'aurait jamais quitté le centre d'accueil pour une famille. Mais depuis quelques années, on essaie de garder une jeune comme elle le moins longtemps possible en institution. On croit qu'elle a plus de chances de s'en sortir si elle vit dans un milieu normal plutôt qu'en détention. Mais il y a peut-être aussi une question d'argent derrière tout ça. Une jeune comme Mélissa, en centre d'accueil, coûte à l'État jusqu'à 5 fois plus cher que si elle est en famille d'accueil. Quand je suis rentrée dans ma crise d'adolescence, j'ai commencé à fumer du pot, faire pareil comme les autres, puis voir, j'étais curieuse, je voulais voir ce que ça faisait, puis tout. Puis là, j'aimais ça au bout, je me suis comme accrochée à ça. Fait que là, ça a commencé par du pot, après ça a été du chimique, puis là, ça a fini par de la poudre. J'avais embarqué dans une agence d'escorte. Je me sentais tellement dégueulasse, là. J'avais honte de moi au bout, puis je voulais plus jamais revivre des affaires de même. Ça a été l'enfer. On faisait des délits, on faisait des intros, j'ai fait de la fraude à la banque, j'ai fait des vols. En tout cas, j'ai à peu près tout fait, sauf tuer quelqu'un. Ce qui me fait le plus peur, c'est pas de vivre des difficultés, c'est de, à un moment donné, réaliser que peut-être qu'elle n'était pas rendue là puis qu'elle n'est pas prête. Puis qu'on soit obligé de dire qu'on n'est pas capable de la garder. Ce jour-là, le juge permettra à Mélissa d'aller vivre chez les Clavel pour une période d'essai de 30 jours, mais à mi-temps. 30 jours pour évaluer comment elle se comporte en liberté. Peux-tu accompagner Mélissa? Il m'a apporté beaucoup, là, beaucoup de compréhension, d'attention, d'affection. Il m'a apporté tout ça. Là. Il me donnait ce que j'avais besoin. J'étais capable de m'assurer qu'eux autres parlaient. Puis, on était capable de tout dire. Là. Depuis 16 ans, Marie-Claude Clavel et son mari ont accueilli plus de 300 adolescentes. Avec les jeunes qu'on leur confie, les journées sont longues et les fins de semaine libres sont rares. Bref, peu de temps pour les loisirs. On y va? Si Marie-Claude Clavel a quand même choisi de faire ce travail, c'est en pensant à l'adolescente qu'elle était. Moi, je suis partie de chez nous, j'avais 16 ans. C'est sûr et certain que je viens d'un milieu qui n'était pas à l'aise financièrement. Puis quand tu pars de chez vous à 16 ans, tu te retrouves où il faut que tu apprennes à te débrouiller. J'étais pas mieux. Moi, je considère pas que j'étais mieux que n'importe quel jeune qui arrive ici à 16 ans. J'en avais des difficultés, on avait eu, puis je me dis, chaque fille qui vient ici, je suis certaine qu'ils sont capables d'accomplir la même affaire. Puis je le dis à ces jeunes-là. Quand on est devenu famille d'accueil, mon fils avait 2 ans, j'avais une fille de 5 ans, puis mon autre fille avait 8 ans. C'est pas n'importe qui pourrait être famille d'accueil. C'est pas n'importe qui, c'est vraiment... Moi, je me dis, ce qui est peut-être le plus difficile, c'est que depuis 16 ans, on n'a plus de vie privée. Tu te souviens d'avoir été juste vous trois avec la famille? Oui. Non. Le plus loin que je me rappelle, il y avait des filles chez nous. Ça m'a marqué, si on veut, là. Pas négativement ou positivement, mais c'est marquant, premièrement, vivre toute une vie avec plein de monde, puis juste des filles.
Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait de dire je voudrais un break ou pourquoi moi, là? Pourquoi c'est moi? L'autre voisin aurait pu être famille d'accueil, mais t'en as pas de break, là. C'est pas comme t'as une semaine de vacances comme à chaque job normal, là. T'en as pas de semaine de vacances payée par année, là. Tu peux pas non plus. Puis c'est surtout ça, puis un moment donné, je devenais comme tanné, puis il y avait pas de sortie de secours, là. C'était juste en dur. Vous pensez que vos parents faisaient ça pour se mettre riches? Oh non. Impossible. Ils se sont mis riches? Non. Pas vraiment, non. Ils ont une belle maison, ils ont des choses très intéressantes, une belle piscine, un beau terrain, qu'ils n'auraient probablement pas eu si ma mère n'avait pas été famille d'accueil, c'est certain. Sauf que c'est tellement d'ouvrages à chaque heure de la journée, à tous les jours, tout le temps, que c'est pas pour se mettre riche, là. Ça vient pas cher de l'heure, là. Peux-tu aller glisser? Et pour ces efforts de toute une famille, l'État paye. Mais ici, on est loin d'un vrai salaire. Pour un enfant en bas âge, une famille d'accueil reçoit 440 $ par mois. Pour un adolescent, c'est 690. Si un enfant demande des soins ou une attention particulière, il y a un supplément, ce qui donne un maximum mensuel de 635 $ pour les plus jeunes et de 885 $ pour les adolescents. Avec cet argent, une famille doit les nourrir, les habiller et payer des loisirs. Je pense que ça a un peu formé notre caractère à ne pas tomber dans ces problèmes-là. Je pense pas qu'aucun de nous autres a fait la rue. Puis, tu sais, on a vu les impacts que ça avait des filles qui prenaient des drogues assez dures, là. On a vu les impacts que ça faisait. On a vu, on a été témoins, ben je sais pas toutes les trois, mais des filles qui ont fait des tentatives de suicide. Il fallait que ma mère parte, puis elle l'amenait à l'hôpital pour... tu sais, c'était pas toujours facile. C'est souvent des états de crise comme ça, des crises d'angoisse, des crises de nerfs carrément. Là. La panique. On peut pas les sauver toutes, si on veut. Il y en a quelques-unes qu'on entend, là, qui sont dans le fin fond des provinces, là, puis qui dansent dans les bars, puis des choses comme ça. C'est sûr. Il y en a qu'on ne peut pas tout sauver tout le monde, mais il y a plusieurs filles qui vont super bien, justement, comme Tania, qui ont des enfants, qui ont une famille, puis ça va bien, puis des choses comme ça. Pour ceux-là, ça fait tellement plaisir. Ce jour-là, toute la famille Clavel avait été invitée au mariage de Tania. Elle avait 15 ans quand elle a été placée chez eux. Elle y est restée 2 ans et depuis, ils font partie de sa vie. Ils m'ont apporté beaucoup, là, tu sais, beaucoup de compréhension, d'attention, d'affection. Ils m'ont apporté tout ça, là. Ils me donnaient ce que j'avais besoin. J'étais capable de m'assurer qu'eux autres parlaient, puis, tu sais, pas... on était capable de tout dire, là. Le premier travail qu'on a à faire, c'est vraiment d'établir un lien de confiance. Puis ça, il y a des enfants que ça peut se faire dans une semaine, puis il y en a d'autres, ça va prendre des mois. Puis il y en a d'autres que jamais on va atteindre ça. L'étape suivante, si ça ne marche pas d'une famille d'accueil, qu'est-ce que c'est? C'est t'envoyer en centre d'accueil. Tu as envie de rester ici? Oui. Ben, je veux pas aller là. Je trouve déjà que c'est un petit peu dur d'être ici, là, que je me verrais pas en centre d'accueil. 4 mois après son arrivée chez les Clavel, Véronique n'a jamais accepté de se retrouver là. Par ailleurs, elle n'a toujours pas son travailleur social. Selon Marie-Claude Clavel, c'est ce qui explique en grande partie que son comportement soit devenu inacceptable. Elle rentre à toutes sortes d'heures, fréquente des jeunes délinquants et consomme à nouveau des drogues. Résultat, on doit l'envoyer en centre d'accueil. Quant à Mélissa, cette jeune à qui un juge avait permis de quitter le centre d'accueil pour la maison des Clavel, elle a passé 1 mois chez eux. Mais après plusieurs écarts de conduite, Marie-Claude Clavel n'accepte plus de la garder. Le cas est trop lourd, elle doit retourner en centre d'accueil. On est supposé d'être là, le travailleur social, quand il y a un départ. J'en ai jamais eu un qui était là, moi. Ce que mes familles d'accueil me rapportent, c'est qu'ils sont souvent plusieurs semaines, plusieurs mois, voire presque 1 an, entre que le travailleur social vienne à la maison. On l'a vu depuis le début de l'émission, plusieurs se plaignent du fait que les travailleurs sociaux ne sont pas assez présents auprès des familles d'accueil. Pas assez en tout cas pour que les enfants se sentent toujours en sécurité et pas assez non plus pour que les familles se sentent bien appuyées.
Certains vont même jusqu'à affirmer qu'aujourd'hui, au Québec, le réseau des familles d'accueil est un réseau laissé à lui-même. Il y a 5500 familles d'accueil au Québec. Nicole Keble et son mari sont une de ces familles. Ils accueillent des enfants depuis 8 ans. Il est normal de croire que la famille Keble, comme toutes les autres familles d'accueil, ont été longuement évaluées avant que des enfants leur soient confiés. Mais ce n'est pas le cas. Ce manque de rigueur dans l'évaluation, Nicole Keble elle-même le déplore. Un soir, ma belle-sœur m'a téléphoné. Elle a dit, il y a un petit garçon, moi je peux pas le prendre, j'ai plus de place. Ils n'ont pas d'endroit pour l'envoyer, il vient de sortir de l'hôpital, puis il fait vraiment pitié, il est tout seul. Puis il cherche une famille d'accueil absolument. Vous n'aviez jamais été famille d'accueil? Non. Est-ce que vous avez rencontré des travailleurs sociaux qui vous ont expliqué ce qui vous attendait? Après qu'on a eu le petit. Donc, il n'y a pas eu de sélection, d'évaluation de fait? C'était pas fait encore. L'évaluation a été faite par la suite? Oui. Puis là, il se fiait beaucoup à ma belle-sœur. Il fallait qu'elle ait bien confiance en elle, je suppose. Parce que ça devrait pas se faire. C'est un sujet qui... Normalement, si vous voulez devenir famille d'accueil, on doit vérifier si vous avez un passé judiciaire et si vous êtes en bonne santé physique et mentale. On doit enquêter dans votre voisinage et vous évaluer en entrevue. Encore aujourd'hui, certaines évaluations ne se font pas dans les règles, selon la présidente de l'Association des familles d'accueil du Québec. Peut-être que je parais sévère, mais je pense qu'on aurait besoin d'évaluations beaucoup plus avec plus de rigueur, OK, à mon point de vue. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas la notion d'être une famille d'accueil, malheureusement. Parfois, on dit « cette famille d'accueil-là n'est pas adéquate, mais on en manque tellement qu'on la conserve ». Et je ne pense pas que c'est une bonne façon de faire. Autrement dit, faute de famille d'accueil, encore maintenant, des enfants sont placés là où ils ne devraient pas être. C'est aux enfants eux-mêmes qu'on fait prendre des risques. Un des risques les plus fréquents, c'est de laisser seules des familles d'accueil s'occuper d'enfants qui ont de graves problèmes. Encore là, ce sont les familles elles-mêmes qui nous disent qu'elles ne sont pas assez outillées pour s'occuper de certains de ces enfants. Est-ce que ça vous a mis devant des réalités que vous n'aviez jamais vues de votre vie? On entend parler, mais quand on est dedans, c'est dur. C'est dur. Puis là, on dit, on va tout faire pour les protéger, puis pas question qu'ils retournent là. Les premiers temps, on n'avait pas de support. On n'a pas eu de support. C'est nous autres qui s'est arrangés avec nos problèmes. C'est bien difficile. Je ne sais pas comment on a fait pour passer à travers. Un des premiers enfants qu'on a confiés au Keble est arrivé chez eux avec des traumatismes. Il avait un comportement qu'il n'arrivait pas à comprendre. On rentrait dans la chambre, là. Il s'en allait se cacher dans le coin de la couchette. Il avait peur, il shakeait. Il avait peur de nous autres. Hein. Ça a duré quasiment un mois, ça. Il est rendu à 10 ans, là. Ça fait juste 22 ans qu'il va chez des amis. Il n'y en a pas avant. C'était tout le temps ici. Il ne voulait pas sortir de la maison. Il avait peur de s'écarter. Les enfants qu'on accueille sont de plus en plus, ils sont placés tard, ils sont plus souffrants, ils sont plus abîmés. Donc, la famille d'accueil a besoin d'être outillée. Ça faisait à peu près 10 ans qu'on réclamait que la formation devienne obligatoire pour toutes les familles d'accueil du Québec. Aujourd'hui, cette formation est obligatoire, mais dans les faits, très peu de familles peuvent la suivre, simplement parce que ces cours sont peu disponibles dans le réseau. Une fois par mois, Nicole Keble se rend à une réunion de familles d'accueil. C'est un autre moyen de se former. C'est une équipe des centres jeunesse qui a mis sur pied ce regroupement pour assurer un suivi plus constant avec les familles. Ce soir-là, on discutait de la présence de celui qu'on appelle le TS, le travailleur social, lors du transfert d'un enfant d'une famille à une autre. Les insatisfactions étaient nombreuses. Et moi, ce que je vois chez les familles d'accueil, quand un départ se fait, il y a de la peine. Hein? Mais ce que j'ai à vous demander, qu'est-ce que vous attendez des intervenants par rapport à ça? Qu'on vous la laisse vivre tout seul, qu'on soit là, c'est quoi vous attendez? Du soutien. C'est quoi du soutien? Bien, moi, j'en ai déjà eu besoin de soutien, puis André m'a soutenu, puis j'ai bien apprécié. À un moment donné, j'ai eu besoin de soutien,
Il n'y avait pas de TS, il n'y avait rien. Lui, ça a donné qu'il a appelé, j'en ai parlé. Il m'a soutenu. Il m'a même appelé le soir de chez eux. Puis j'ai bien apprécié, là. Parce que des fois, tu es dans le néant, là, dans tout ce que tu vis, là. Quand mon petit est parti, là, ben mon TS était supposé être là, il n'y a pas pu. L'autre TS, elle pensait que mon TS serait chez nous. Donc, il n'avait pas. Fait que là, on se trouvait en petite famille. Le papa, la belle-maman, moi, puis le petit. Est-ce qu'il est supposé d'être là, le travailleur social, quand il y a un départ? J'en ai jamais eu un qui était là, moi. Ce que mes familles d'accueil me rapportent, c'est qu'ils sont souvent plusieurs semaines, plusieurs mois, voire presque un an, entre que le travailleur social vienne à la maison. Une situation confirmée par Christiane Asselin de l'Association des centres jeunesse du Québec, l'organisme responsable de ces enfants. Il est possible que ça se passe de cette façon-là, effectivement, puis il y en a qui vont demander plus. Alors, il y en a pour lesquels, en mettant plus d'énergie sur certaines, il va rester effectivement moins de temps pour d'autres. Jean Bédard a été travailleur social pendant 25 ans et il a lui-même été famille d'accueil. Aujourd'hui, il fait de la recherche sur la détresse familiale. Tout enfant au Québec qui s'en va en famille d'accueil doit connaître son intervenant social, doit avoir établi un lien de confiance avec son intervenant social, doit le rencontrer régulièrement, si possible aux semaines ou au pire aux 2 semaines. Et si le lien de confiance est établi, vous comprenez que ça garantit la sécurité de l'enfant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est lui qui va être le plus grand symptôme s'il se fait battre, s'il se fait agresser, si ça va mal, s'il est isolé dans sa famille d'accueil. C'est lui qui peut le dire. C'est lui qui va le dire à l'intervenant. Il va le dire. Si à 3 ans, tu le dis avec des moyens de 3 ans, s'il y a un lien de confiance. S'il n'y a pas de lien de confiance, si le travailleur social, c'est quelqu'un qui existe comme dans les nuages et qu'il ne voit pas très, très souvent, il ne lui parlera pas beaucoup, il ne se confiera pas beaucoup. Et la souffrance que peut vivre cet enfant peut donc durer assez longtemps. Mon Dieu, t'es vite, toi. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Ça va Piedbon. bien? Ça va très bien, vous-même? Ce que tout le monde dit, c'est que les travailleurs sociaux sont débordés. Certains ont jusqu'à 50 dossiers. 50 dossiers, c'est 50 familles et c'est énorme. En plus, au cours des 5 dernières années, sur un budget de près de 600 millions de dollars, les centres jeunesse ont dû absorber une réduction de 10 %. Tout ça pendant que les besoins augmentent. Tu fais-tu la bonne affaire? Tu fais-tu ci? Tu fais-tu ça? Là, tu voudrais avoir un éducateur à côté, un travailleur social, tu as 56 000 questions. Mais tout ne s'explique pas uniquement par un manque d'argent ou une surcharge de travail. À cette réunion, c'est une mère d'accueil qui faisait la leçon aux travailleurs sociaux. Elle leur a dit que certaines méthodes de travail étaient inefficaces pour déceler ce qui va mal dans les familles d'accueil. Je trouve ça des fois stupide qui m'appelle, je vais venir à telle heure. Comment tu veux vérifier quelque chose, là? Si je dis je vais être là de 10h à 11h, tu y mets sa belle robe, ses belles lulu, puis tu dis assieds-toi puis joue, là, bouge pas, là. Fais de ton mieux. Là, vous êtes en train de me dire, vous, là, que vous aimeriez qu'on arrive chez vous à n'importe quelle heure. Pourtant, du côté de la direction des centres jeunesse, on affirme que les visites surprises sont obligatoires pour garantir la sécurité des enfants. Je te parle pas à n'importe quelle heure, mais dans... Oui, dans un sens. Oui, dans un sens. Parce que moi, j'ai toujours dit, s'il est assis là, je le laisse là ou je l'ai mis dans son lit, je vais être capable de t'expliquer le pourquoi. Mais tu vas me voir dans ma réalité. Donc, visite constante. Ah oui, mais c'est pas ça. de visite surprise. Non, une visite surprise. En tout cas, moi, je fais pas ça. J'aime ça être attendu. Ouais, mais Francine, il y a quand même des situations où quand on va chez les gens, c'est pas trop compliqué d'avoir si un enfant, On n'a pas besoin d'y aller pendant 24 Non, heures. non, on voit le portrait assez vite. En mai dernier, l'histoire se répète. À Saint-Raymond-de-Portneuf, Robert Jeffrey, un homme de 56 ans, était accusé d'agression sexuelle et de voies de fait sur 6 jeunes garçons. Robert Jeffrey avait la garde d'enfants en famille d'accueil depuis 17 ans. Pendant toutes ces années, 35 enfants lui ont été confiés. Une enquête est en cours. D'après moi, c'est tout à fait indicatif que ces enfants-là n'ont pas de lien de confiance avec personne. S'ils avaient un lien de confiance avec un intervenant social qui serait vraiment établi, ça ne pourrait pas durer 13 ans, ni 6 ans. À la limite, ça pourrait durer 1 semaine ou 2. Ça serait le maximum. Ça serait un événement malheureux, mais ça ne serait pas un drame social. Au cours des dernières années, de nombreux rapports ont critiqué le suivi des centres jeunesse dans des dossiers d'enfants qui leur étaient confiés.
À l'Association des centres jeunesse, ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne nie pas qu'il y ait des problèmes. Ils sont à reviser leurs pratiques. À la suite de l'affaire de Saint-Raymond-de-Port-Neuf, le ministre responsable de ce dossier, Gilles Barry, a mandaté un comité, un autre, pour revoir toute la politique du recrutement, de la formation et de l'encadrement des familles d'accueil. Les résultats sont à venir.